L'affaire Roswell. L'affaire de Roswell concerne l'écrasement au sol, près de Roswell au Nouveau-Mexique, États-Unis, le 4 juillet 19471, de ce qui est présenté, selon les versions, comme un ballon-sonde ou comme un objet volant non identifié, OVNI. L'événement reste longtemps ignoré et l'affaire en tant que telle débute, en 1980, avec la parution du livre de l'essayiste Charles Berlitz et de William Moore, The Roswell Incident, le mystère de Roswell. Pour les principales associations d'ufologues, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre par une civilisation extraterrestre avancée. Pour les autorités militaires et les ufologues sceptiques, il s'agit seulement d'un mythe moderne maintenu par les mécanismes socio-psychologiques habituels de ce type de phénomène. Le gouvernement américain explique l'incident par l'écrasement d'un ballon-sonde ultra-secret, Mogul, destiné à espionner les expériences nucléaires militaires soviétiques, premier essai nucléaire en août 1949. Les partisans de la thèse extraterrestre soutiennent que l'épave retrouvée est celle d'un ovni extraterrestre, récupéré et dissimulé par les militaires. En raison des nombreux témoignages soutenant l'hypothèse extraterrestre à Roswell, l'écrasement et la récupération supposée d'un ovni ont depuis évolué en phénomène de culture populaire très médiatisé. Roswell est devenu l'une des plus célèbres manifestations supposées d'extraterrestres. L'historique suivant reconstruit, à partir de journaux et de téléx de l'époque, le déroulement supposé des événements survenus à Roswell. Le 8 juillet 1947, William Brazel, dit Mac, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique et peu accessible près de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ses terres sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Comme beaucoup d'habitants dans le secteur, Brazel avait déjà récupéré des débris de ballons météo. Intrigué par l'aspect des matériaux, il décide de les montrer à ses plus proches voisins situés à plusieurs kilomètres de là, la famille Proctor. Ceux-ci lui conseillent alors de contacter le shérif de Roswell, lequel juge opportun d'avertir la base militaire la plus proche. Le lieutenant Walter O., porte-parole du Roswell Army Airfield, RAF, fait alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, annonçant qu'ils ont récupéré un disque volant, Flying Disc, écrasé près d'un ranch à Roswell. Le lendemain, le brigadier général Ramey de la base de Fort Worth, où ont été transportés les débris par avion pour examen, publie un rectificatif annonçant que le disque volant était seulement un ballon aux sondes 2. Une conférence de presse est organisée dans la foulée, où l'on montre aux journalistes des débris facilement identifiables de l'objet qui s'est écrasé, confirmant ainsi officiellement la thèse du ballon. En 1978, le lieutenant-colonel en retraite Jesse Marcel, qui était arrivé le premier sur les lieux et s'était occupé de la récupération des premiers débris en tant que responsable de la sécurité de la base de bombardiers atomiques, déclare à l'ufologue Stanton Friedman venu l'interviewer puis à la télévision que ces débris étaient sûrement d'origine extraterrestre. Il ajoute que les débris montrés par le général Ramey, responsable de la base, aux journalistes n'étaient pas ceux que Marcel lui avait apportés de Roswell. Il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires avaient en réalité caché la découverte d'un vaisseau spatial. Son histoire, qui circulera d'abord dans le milieu des ufologues, est à l'origine de plusieurs enquêtes et de livres évoquant une politique du secret imposée par les autorités militaires. 3. En février 1980, le The National Enquirer interviewa le major Marcel, attirant l'attention mondiale sur l'incident de Roswell. Quelque temps avant le 8 juillet 19474, le fermier William Mac Brazel remarque des débris qu'il trouve étranges alors qu'il travaille dans un ranch à une centaine de kilomètres de Roswell. Brazel racontera au Roswell Daily Record que son fils et lui avaient vu une large zone de débris brillants, bandes de caoutchouc, feuilles d'étain, un papier plutôt dur et des barres, 5,6. Le 7 juillet, Brazel confie au shérif Wilcox qu'il croit avoir trouvé une soucoupe volante 5. Wilcox appelle ensuite le major Jesse Marcel de la base de l'armée de l'air de Roswell, un homme en civil vient au ranch chercher les débris que Brazel a ramassés. Nous avons passé quelques heures le 7 juillet à chercher des morceaux de l'engin météo, déclara Marcel. Nous avons trouvé d'autres bouts de caoutchouc et d'aluminium, 7. Ils essaient ensuite de réassembler l'objet mais Brazel dit qu'il n'y était pas arrivé. Marcel apporte les débris à la base le lendemain matin. Comme décrit dans l'édition du Roswell Daily Record du 9 juillet 19478, il n'y avait aucun signe de métal dans la zone qui aurait pu provenir d'un moteur, ni aucune trace de propulseur. Il n'y avait aucune inscription sur l'instrument, bien qu'il y eût des lettres sur certaines parties.
Une longueur considérable de ruban adhésif et du ruban avec des fleurs imprimées dessus avaient été utilisés dans la construction. Ni corde, ni fil n'étaient visibles, mais il y avait des aiguillets dans le papier qui indiquaient que quelque chose pouvait y avoir été attaché. Un téléx envoyé au bureau du FBI de Dallas citait un major de l'Air Force le 8 juillet 9, le disque est hexagonal et était suspendu à un ballon par un câble, ballon de 6 mètres de diamètre environ. Il a été dit au major Curtan que l'objet trouvé ressemblait à un ballon météo à haute altitude équipé d'un réflecteur radar, mais cette conversation téléphonique entre leur bureau et la base de Wright Field n'a pas confirmé cette affirmation. Au milieu des années 1990, les États-Unis publient 2 rapports concernant, d'une part les débris trouvés et sur lesquels des communications ont été faites en 1947 et, d'autre part les communications faites sur la récupération des extraterrestres. Le rapport de l'Air Force a constitué la base de la réponse des sceptiques aux auteurs qui traitaient de la récupération des extraterrestres, bien que des chercheurs sceptiques tels Philip J. Klass et Robert Todd avaient déjà publié des articles insinuant le doute sur les témoignages sur les extraterrestres des années avant que l'Air Force ne publie ses conclusions. Le premier rapport, paru en 1995, conclut que les débris retrouvés en 1947 proviennent bien d'un programme gouvernemental secret appelé Projet Mogul consistant au lâcher de grappes de ballons atmosphériques d'espionnage des expériences nucléaires soviétiques 43. Il identifie les débris comme provenant d'une expérience gouvernementale top secret appelée Projet Mogul, qui consistait en des réseaux de ballons transportant des microphones et des émetteurs radioélectriques pour détecter les tests nucléaires et les missiles antibalistiques de l'Union soviétique. Le second rapport intitulé The Roswell Report, Case Closed, paru en 1997, constitue l'explication finale et définitive de l'incident de Roswell par les militaires 44. Pour expliquer la rumeur de cadavres d'extraterrestres, le rapport fait l'état du parachutage de mannequins anthropomorphiques lors de programmes militaires menés dans les années 50 tels que l'opération Heidiv dont la récupération a été vue par des témoins oculaires. Il conclut que les témoignages concernant la récupération de cadavres extraterrestres provenaient vraisemblablement de rapports détournés d'accidents militaires impliquant des blessés et des morts. Pour l'Air Force, les témoins ont été victimes d'un phénomène de compression temporelle, en associant des événements ayant eu lieu après 1953 à ceux de 1947. Le second rapport souligne que les témoignages de cadavres d'extraterrestres ont surgi à la fin des années 70, plus de 30 ans après les faits 44. L'enquêteur principal de l'Air Force, James M.C. Andrew, a mis en évidence de sérieuses lacunes dans les témoignages. Certaines personnes soi-disant impliquées dans la récupération de cadavres d'extraterrestres ne l'étaient pas. Et d'autres, présents à la base de Roswell, confirment qu'il n'y eut ni ovni ni extraterrestre à Roswell 44. Le lancement de sondes martiennes, de forme circulaire, dans les années 1966 à 67 et 1972, depuis le Roswell Army Airfield, a pu générer des témoignages distordus, toujours selon le second rapport 44. L'astronaute Edgar Mitchell, qui a grandi à Roswell, s'est plusieurs fois prononcé sur l'événement et soutenu sa véracité. L'ère moderne des ovnis a réellement commencé avec un incident qui s'est produit en 1947, quand un appareil accidenté contenant les corps de plusieurs extraterrestres a été découvert près de Roswell au Nouveau-Mexique. Non, je ne fais pas d'erreur, l'affaire de Roswell s'est bien produite. J'ai vu des dossiers secrets qui montrent que le gouvernement savait tout à ce sujet, mais qu'il avait décidé de cacher l'information au public. En 2008, il maintenait toujours sa position. Les critiques soulignent le fait que des événements appartenant à divers prétendus crashs d'ovnis sur un grand nombre d'années sont parfois rassemblés en un seul événement 3, P66, et que trop d'auteurs sans esprit critique adoptent n'importe quel témoignage suggérant l'existence d'extraterrestres. Et cela même quand les rapports se contredisent. Carl Pflock, qui a été un ardent défenseur de la thèse extraterrestre à Roswell, déclare « Roswell est un exemple classique de triomphe de la quantité sur la qualité. Les partisans du crash d'une soucoupe volante rassemblent tout ce qui semble soutenir leur thèse et l'empilent dans le tiroir, preuve, en disant « Vous voyez, tout ce que nous avons là. Nous devons avoir raison. » Peu importe les contradictions. Peu importe l'absence de faits rapportés par des personnes neutres. Peu importe les absurdités, 25, p. 223. Kalkorff pense qu'il y a de bonnes raisons pour certains de promouvoir la thèse extraterrestre à Roswell, alors que les chercheurs ne font pas leur travail correctement. Le domaine de l'ufologie est constitué de personnes qui sont prêtes à tirer avantage de la crédulité des autres, particulièrement parmi les gens qui peuvent rapporter de l'argent. Le mythe de l'OVNI à Roswell a rapporté beaucoup d'argent aux groupes ufologues, aux publicitaires, à Hollywood, à la ville de Roswell,
aux médias. À côté de ça, le nombre de chercheurs qui utilisent les outils de la science et sa méthodologie est extrêmement petit, 18, p. 248. Gildenberg calcule qu'en additionnant tous les témoignages, on arrivait à 11 sites différents du Crash 3 et que toutes les informations mises bout à bout ne ressemblent que de très loin au témoignage originel de 1947. Certains témoignages pourraient même avoir été mélangés avec ceux de crash militaires qui sont survenus par la suite dans la région entre 1948 et 195 057. Charles Ziegler soutient la thèse que l'incident de Roswell a toutes les caractéristiques d'un conte populaire, un mythe moderne dans le sens littéraire du terme 29, p. 1,34. Il identifie 6 procédés narratifs distincts commençant avec l'incident de Roswell, en 1980, suivi de la transmission par des conteurs qui façonnèrent l'histoire. Certains élaborés autour de l'histoire originale et parfois ceux qui avaient été les premiers témoins finissaient par être rejetés par ceux qui devenaient les gardiens de l'affaire. D'autres finissaient par raconter l'histoire autrement et le processus reprenait. Tout en notant que certaines croyances de la culture ufologue demeuraient intactes, le gouvernement conspire et nous cache des informations sur le fait que les extraterrestres nous rendent visite, d'autres croyances se modifient, reflétant les changements du mouvement. Le fait que le témoignage de Sheridan Cavitt ait été complètement occulté, lui qui pensait que les débris n'étaient rien d'autre que des morceaux d'un ballon météo, est une autre démonstration de la construction des mythes qui passe par le rejet des informations dérangeantes. Et vous qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne qui regroupera des vidéos sur les ovnis, les extraterrestres, et plein d'autres encore.